on ne pensait pas que la guerre allait déclarer. Ces 100 000 juifs là-bas qui vivaient leur vie, envoyaient leurs enfants à l'école, allaient au travail, métro, boulot, dodo et compagnie, eh bien, ils ne pensaient pas que du jour au lendemain, ils verraient les MiG et les Sukhoi russes traverser les ciels jusque-là paisibles de Kiev et d'autres villes. Et nous avons le plaisir, comme nous l'avons annoncé, d'être en ligne avec le docteur Eliezer Chargorovski. Bonjour Eliezer, Boker Tov. Boker Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, non seulement parce que vous êtes un expert, on va dire, en relations internationales entre l'Ukraine et la Russie, mais en particulier, vous avez travaillé pendant de longues années sur les communautés juives d'Ukraine et de Russie. Vous connaissez très bien ces deux communautés et bien entendu, on se fait beaucoup de soucis un peu partout à travers le monde juif et en Israël, bien entendu, autour de ces communautés dont la vie est certainement bouleversée, et c'est vrai bien entendu en particulier pour la communauté juive ukrainienne, moins pour la communauté russe, mais bien entendu il y a un impact à ce conflit. Alors je voudrais que vous nous décriviez d'abord quelques données sur ces deux communautés. Combien y a-t-il de juifs aujourd'hui en Ukraine? Combien y en a-t-il en Russie? Eh bien, les estimations varient. On peut parler d'un peu moins de 100 000 juifs en Ukraine, d'un peu moins d'un quart de million de juifs en Russie, avec des concentrations essentielles en Russie dans les grandes villes comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg. En Ukraine, on entend parler beaucoup. Les communautés essentielles, c'est Kiev, c'est Dniepr, c'est Odessa, c'est Kharkov, avec beaucoup de petites communautés dans toutes les villes de moindre importance. Mais là, merci pour la question, elle est très importante parce qu'elle est même plus importante que toutes les questions portant sur les affaires internationales. Effectivement, on a affaire à plus d'un quart de million de juifs qui sont en détresse. Alors, il y a ceux qui sont en détresse évidente, on la voit, ils sont en train d'essayer de franchir les frontières, d'arriver aux frontières. Certains ont déjà arrivé, d'autres avec moins de succès pour des raisons très simples. C'est que tous les hommes en âge de 18 à 60 ans qui sont considérés comme aptes au service, eh bien, ils sont interdits de quitter l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a des personnes la majorité des enfants et des femmes refusent à laisser leur mari ou leur père du côté est de la frontière. Donc là, il y a et puis ceux qui traversent la frontière, eh bien, on voit leur état de détresse s'amplifie encore. Pourquoi? Parce que c'est une famille partagée. Maintenant, de l'autre côté, eh bien, c'est une crise d'un autre État. De l'autre côté, j'entends du côté russe. Pourquoi? Parce que, il y a tout d'abord la crise économique, et puis il y a un État qui resserre de jour en jour les étaux. À savoir qu'il se peut très bien, il y a des limitations pour faire sortir de l'argent, mais il se peut très bien que lorsque l'état d'urgence, s'il le fait entrer en vigueur, eh bien cet état d'urgence va fermer les frontières. Les Russes et entre eux, les Juifs avec de citoyenneté russe ne pourront plus quitter les frontières russes. Et croyez-moi, ce n'est pas un plaisir d'être dans un État gouverné avec une main de fer autoritaire qui tire vers le totalitarisme. Et je peux vous citer quelques chiffres pour des différents programmes d'étudiants en Israël. Si les personnes intéressées à y participer de manière annuelle varient de 1000 à 2000 personnes de Russie, eh bien aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une semaine déjà, ça a sauté jusqu'à 15 à 17 000 et j'imagine que le chiffre va naturellement en s'amplifiant. Et c'est-à-dire quand on parle de réfugiés qui veulent venir, je ne sais pas dans quelle mesure ils pourront venir dans le bref à venir, mais qui veulent venir, on parle aussi bien des Juifs d'Ukraine que des Juifs de Russie. Je rajoute entre parenthèses les Juifs de Biélorussie aussi. Alors, je voudrais essayer de comprendre un point, parce qu'on a beaucoup parlé depuis 10 jours, depuis le début du conflit de la communauté juive d'Ukraine. On voit souvent, lorsqu'il s'agit de parler de la communauté des shlichim du mouvement Chabad Lubavitch, et on sait aussi qu'ils sont présents aussi massivement en Russie. On sait par exemple que le grand rabbin de Russie, Berl Lazar, est lui-même un chaliard du mouvement Chabad Lubavitch et qu'il est très proche de Vladimir Poutine. La question que je voudrais vous poser, c'est
Comment est-ce qu'il y a un contact aujourd'hui entre ces deux communautés, ces communautés Chabad en Ukraine et en Russie, ou alors ils sont dirons-nous séparés et en conflit aussi comme le sont leurs pays? Tout d'abord, lorsqu'on parle de Chabad, je pense que la première chose, c'est que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ces communautés portent à bout de bras l'effort de salut et de sauvetage des Juifs d'Ukraine. Des Juifs d'Ukraine. C'est eux, pas seulement eux, il y a aussi des Juifs de tendance lituanienne, des rabbins de Lituanie, des rabbins de Karlin Stolin, des chassidim, etc., mais c'est eux qui portent l'essentiel de l'effort, tant au niveau du don de soi qu'au niveau de la mobilisation de fonds, de mobilisation de ressources, pour faire arriver des dizaines de milliers de Juifs dont les villes sont bombardées à la frontière ouest. Il y a par exemple à Kishinev aujourd'hui, doivent être prêts pour accueillir le Shabbat plus de 3000 personnes. Kishinev, la capitale de la Moldavie. Maintenant, pour la question que vous avez posée, eh bien, il faut bien comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que quand je viens m'installer dans tel ou tel pays, quand Chabad vient s'installer en Ukraine ou il vient s'installer en Russie, eh bien, c'est à condition d'allégeance au pouvoir du lieu. Et je peux citer des exemples, ils ne sont pas très, pas très réjouissants, mais lorsque la guerre s'est déclenchée, pas cette dernière fois, mais en 2014, parce qu'il faut savoir que cette guerre, au niveau à bas niveau, eh bien, elle dure depuis 2014. Lorsque Poutine a fait éruption en Crimée et les séparatistes de Donetsk et de Lugansk ont déclaré leur indépendance, etc. Donc la guerre, elle dure depuis longtemps. Eh bien, à cette époque, c'était aussi aux alentours de Purim, eh bien, les uns appelaient le leader, c'est-à-dire en Ukraine, eh bien, le Haman, c'était Poutine, et en Russie, c'était l'inverse, pour les rabbins, pour les rabbins de Chabad. Alors, bon, vous pouvez en rire, etc., mais maintenant, d'après ce que je sais, ça j'admets, j'ai pas le temps de suivre quelle est la position, effectivement, de Ber Lazar, je l'ai pas entendu cette fois, mais effectivement, peut-être, il a dit quelque chose, peut-être qu'il se tait, et ça, c'est effectivement, on peut très bien le comprendre, parce que toutes les forces d'opposition aujourd'hui qui lèvent leur voix en Russie, elles se font bastonner, elles se font arrêter, elles se font arrêter dans le meilleur des cas pour 15 jours, et dans le pire des cas, on les menace déjà d'emprisonnement de plusieurs années. Alors, la structure de la communauté, prenons l'exemple de la communauté juive ukrainienne qui est dans la tourmente aujourd'hui. C'est-à-dire, outre Chabad, il y a une autre communauté ou c'est Chabad qui dirige l'ensemble de la communauté? Comment ça marche? C'est très bien. Bon, tout d'abord, il faut oublier ce à quoi on est habitué à l'Occident ou en France avec le consistoire, une structure très centralisée avec un grand rabbin, etc. Non, avec un président, c'est tout à fait autre chose. Quand ces rabbins sont arrivés en Ukraine, c'était des Juifs dénués de toute communauté. Il n'y avait pas de communauté au début des années 90, c'était des Juifs qui en masse quittaient l'Ukraine ou la Russie pour faire leur aliyah en Israël. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ceux qui ont fait le choix de rester, eh bien, il y a des rabbins qui sont venus de l'étranger, comme Ber Lazar, le Rav Ber Lazar qui est venu de Milan, comme le Rav Assman et le Rav Kamenetsky et le Rav Baksh, qui n'est pas à Odessa, qui n'est pas un Rav de Chabad, comme le Rav Bleich, qui est devenu aussi un rabbin à Kiev. Eh bien, il venait d'Israël, il venait des États-Unis, il venait d'autres endroits et dans une réalité où n'existait aucune structure juive, à part l'agence juive, etc., dont le but était de faire venir
les Juifs, fait monter les Juifs en Eretz Israël, eh bien, dans un endroit où il n'y avait aucune structure juive locale, ils ont commencé, ou presque aucune, ils ont commencé à monter des structures religieuses. Pour cela, c'était des communautés qui étaient bâties pas de bas en haut, comme on est habitué. Oui, il y a des fidèles qui payent leurs cotisations, et puis c'est comme ça qu'est payé leur rabbin, les frais de la synagogue, etc., etc. Là, non, les fidèles, ils venaient recevoir de l'argent. Les fidèles, ils venaient recevoir un petit déjeuner, une petite bourse pour étudier la Torah, etc., etc., parce qu'il fallait les attirer. Il fallait les attirer, et plus ou moins, c'est comme ça que ça existe toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les communautés sont indépendantes. Même deux communautés qui existent à Odessa, ou qui existaient à Odessa, eh bien, il y a une communauté lituanienne avec une école, une université, des centres d'entraide, une synagogue, et une communauté Chabad, celle du Rav Wolf, avec une synagogue, un restaurant, une université, une école, un orphelinat, etc., etc. C'est-à-dire c'est deux communautés parallèles et qui existent de manière tout à fait indépendante. Maintenant, si c'est comme ça au sein d'une même ville, à plus forte raison, c'est comme ça au sein de toute la communauté. Chaque communauté est indépendante. Bien entendu, il y a des choses en commun, des colonies, des discussions, des rencontres, etc. Mais au niveau structurel, chacun pour soi, on peut dire quelque part. Et ce sont les deux seules communautés. Il n'y a pas eu de communauté donc d'origine ukrainienne pure comme on peut le comprendre. Peut-être même comme il y en avait en Russie à l'époque de l'Union soviétique. C'est cela. Il y avait aussi cette communauté. Il y avait à l'époque de l'Union soviétique une communauté officielle c'est-à-dire contrôlée par les autorités, par le KGB, avec droit d'entrée pour les personnes âgées de plus de 60 ans, toute personne jeune voulant renouer avec ses racines juives était immédiatement placée sur la liste des personnes suspectes, avertie, chassée de l'université, chassée de sa profession. Donc, c'était des communautés sous contrôle et la majorité des Juifs, c'est-à-dire plus de 99% des Juifs, étaient ce qu'on appelle les Juifs du silence. Pourquoi ? Parce qu'à l'école et à l'université, on apprenait l'athéisme scientifique. La religion était interdite. Si je voulais être juif, Bevakasha, je devais entrer en clandestinité. Je devais entrer en lutte. La fonction, plus j'avais mon identité juive qui s'exprimait, plus c'était dangereux, plus c'était menacé, plus je devais être, dans l'opposition très farouche vis-à-vis des autorités. C'est-à-dire, une fois que cet empire s'est effondré, Bezrat Hashem et Benissei Nissim, avec des miracles incroyables, eh bien, c'est plus de 2 millions de Juifs qui résidaient là-bas, eh bien, tout d'un coup, ils ont... le réveil a commencé à la guerre des 6 jours, mais ça a pris plus de 20 ans à cet empire de s'écrouler. Mais c'est-à-dire que c'est une réalité où l'histoire grandiose du judaïsme russe, de la zone de peuplement jusqu'en 1917, etc., avec toutes les yeshivot, tous les centres sionistes, toute la culture yiddish, etc., cette histoire a été broyée par le régime soviétique en 70 ans, et c'est un miracle des plus grands que ces 2 millions de Juifs plus qui restaient après le démantèlement de cet empire, eh bien qu'ils aient pu renouer avec leur peuple. Alors, je voudrais que l'on fasse le point maintenant sur la situation actuelle. Est-ce que aujourd'hui les structures, l'État d'Israël, l'agence juive ont pris des mesures d'urgence qui permettent donc de favoriser d'abord l'acheminement de ces réfugiés juifs vers les frontières de l'Ukraine, et puis un programme d'Aliyah ou d'intégration d'urgence ici en Israël ? Je vais essayer d'être délicat. Mais il faut dire quelque chose. On est en contact, un groupe de volontaires, en contact quotidien
jour et nuit, heure par heure, minute par minute, avec des tentatives et des efforts d'organiser l'acheminement des Juifs à la frontière, le passage de la frontière, l'acheminement, etc., l'accueil de ces Juifs ici en Israël. Il y a déjà des premiers, comment dire, rossignols qui viennent, qui arrivent, quelques centaines de personnes, etc. Tout l'acheminement, tous ces efforts, qui sont très, très dangereux, eh bien, c'est fait pratiquement uniquement par des volontaires. Le Misrad HaChutz, le ministère des Affaires étrangères, s'occupe uniquement de ceux qui ont la citoyenneté israélienne, le passeport israélien. Et même, et là il faut dire une chose, le fait que vous ayez le passeport israélien ne garantit en rien que vous pourrez passer paisiblement la frontière. Pourquoi? Parce que si vous êtes entré en Ukraine avec le passeport ukrainien et que sur le passeport israélien, vous n'avez pas la signature, comment dire, le tampon de la frontière, eh bien, énormément de personnes, on leur fait des problèmes. Si vous êtes un homme en âge, encore une fois, de 18 à 60 ans, vous avez encore plus de problèmes. Maintenant, le Misrad HaChutz ne s'occupe pas des Juifs. Il y a déjà, oui, la Sornout, elle prend position en Pologne, elle prend position ailleurs, mais il y a énormément d'organisations, d'autres organisations volontaires juives qui organisent des vols, je ne sais pas, même Keren Leyedidut, etc., qui est très présente à Kishinev. Et j'admets, il y a un certain écart, même plus qu'un écart, entre ce qu'on nous raconte très souvent sur la presse, dans la presse, même dans la presse israélienne, avec de très belles images, et ce qu'on rencontre, et je pose chaque fois cette question à nos représentants sur place, et ceux qui sont pleins dedans, ils disent, dans beaucoup d'endroits, on est le grand absent. Maintenant, en Israël, oui, il y a déjà des conditions d'accueil qui ont été mises en place par le ministère de l'absorption, avec un premier mois qui est payé dans les hôtels pour des personnes, parce que là, il faut savoir, on n'a pas affaire seulement à des olim, on a affaire à des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui, jusqu'à il y a 10 jours, vivaient paisiblement leur vie, assumant leur choix de rester là-bas. On peut les louer, on peut les critiquer pour ça, mais ça, c'est pas une chose. Et puis qui, comme la plupart de mes amis, comme moi-même, ne pensions pas que Poutine allait mettre en œuvre ces menaces. On me dit, non, il fait monter les enchères. Et puis, regardez ce qu'on dit en Occident, on nous avertit, non, ça c'est pour des déclarations de dissuasion. On ne pensait pas que la guerre allait déclarer. Ces 100 000 Juifs là-bas qui vivaient leur vie, envoyaient leurs enfants à l'école, allaient au travail, métro, boulot, dodo et compagnie, eh bien, ils ne pensaient pas que du jour au lendemain, ils verraient les MiG et les Sukhoi russes traverser les ciels jusque-là paisibles de Kiev et d'autres villes. Et donc là, ils sont du jour au lendemain, ils doivent prendre leurs valises au singulier et pas au pluriel, et aller à la frontière, et aller là-bas, etc., essayer de fonder des personnes qui arrivent ici, c'est des personnes déboussolées, c'est des personnes qui sont dans un état de choc, et donc à qui, et là c'est une mission, c'est pas seulement, ça d'ailleurs, c'est l'État d'Israël, là je laisse ma critique de côté, mais ça c'est déjà la mission de chaque communauté de accueillir avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'aide pratique et spirituelle et à tous les niveaux pour ces personnes, parce que c'était des personnes qui vivaient très bien sans antisémitisme, comme un juif en France ou en Belgique, ou aux États-Unis, en Suisse ou ailleurs, et du jour au lendemain, boum. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, docteur Eliezer Chargorowski, de nous avoir expliqué la situation donc de ces deux communautés qui sont au cœur donc de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, de ces deux communautés juives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shabbat Shalom et Chodesh Tov également. Shabbat Shalom, merci à vous, Daniel.